Bonjour, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que le son est bon? En tout cas, on ne pourra pas faire pire que la dernière fois. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est trop fort, pas assez fort, tout ça, tout ça. Bon, on va commencer tout doucement. Alors, ce nouveau stream. Bonsoir. Ah, le son est parfait. Bah super. Bonjour Sandrine. Euh, alors, ce nouveau stream, donc vous l'avez vu, on va parler du film Amadeus qui retrace la vie du compositeur Wolfgang Amadeus Mozart. C'est l'un de mes films biopics préférés, si ce n'est mon biopic préféré. Ah, quoique, peut-être détrôné depuis 2018 par Bohemian Rhapsody sur Queen. À voir. Mais voilà, donc je voulais vous parler de ce film Amadeus. Donc il a été réalisé en 1984 par Milos Forman, donc c'est un réalisateur américain. Euh, et il a reçu un total de 8 Oscars, dont meilleur film, meilleure musique et meilleur acteur, que ce soit pour Tom Hulce dans le rôle de Mozart ou pour l'acteur qui joue Salieri, dont je me souviens plus du nom. Bon, je vous redonnerai son nom dans le courant du stream parce que là je l'ai plus en tête, il faudra que je vérifie. Mais voilà, c'est un film qui a beaucoup fait sensation à l'époque de sa sortie, parce que il véhicule une idée reçue persistante selon laquelle le compositeur Antonio Salieri, qui a vécu à la même époque que Mozart, qui a 6 ans de plus que lui, il me semble, euh, aurait assassiné ce dernier parce que, par jalousie de son talent et de sa célébrité par rapport à l'empereur Joseph II à l'époque. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ce film, si vous le connaissez, ou si ça va être si cela va être l'occasion d'une découverte. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler parce que c'est un film qui, à mon avis, mérite d'être vu. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire quelque chose, puis voilà, ça m'a échappé. Euh, Tant pis, ça me reviendra, c'est pas grave. Donc oui, c'était pour mettre en lumière on va dire une guéguerre entre Salieri et Mozart qui aurait eu lieu, mais encore historiquement parlant, il y a des traces comme quoi ils ont dû cohabiter, hein, parce que à l'époque où Mozart arrive, donc c'est vers 1770, il arrive à Vienne et c'est là que il va commencer à plaire à l'empereur parce que son père a déjà fait en sorte qu'il soit connu dans toute l'Europe, que son talent soit vu et admiré. Euh, mais ensuite, donc, Salieri est déjà en place à cette époque. Il est directeur de l'Opéra italien de Vienne, donc c'est pas n'importe quoi, hein, c'est vraiment euh, le Graal des fonctions de musicien à l'époque. Et du coup, on pourrait se dire que Salieri n'a rien à craindre parce que il est déjà bien en place, etc., etc. Mais Mozart, le problème, c'est pas un problème en soi, c'est que il a envie de se faire une place. Donc du coup, non seulement il est bon musicien, parce qu'il savait quand même
composer des menuets et des symphonies à 6 ans. Nous, à 6 ans, qu'est-ce qu'on faisait? On apprenait à écrire, à lire, hein, tout simplement. Et lui, il composait déjà des choses, il savait déjà jouer d'un instrument, il jouait du violon, comme son père d'ailleurs, hein, qui était aussi professeur de musique. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Euh, oui, du coup, Mozart, quand il arrive, voilà, c'est un peu le nouveau, le chouchou dont on a beaucoup entendu parler, mais qui, par son caractère, choque un peu, parce que, voilà, il est un but de lui-même, quoi. Il s'aime bien, on va dire. Et du coup, quand il arrive, et d'ailleurs c'est montré dans le film Amadeus, Salieri, il a un peu sur les fesses parce que il en revient pas que une si belle musique soit composée par un gamin tellement prétentieux que Mozart. Donc c'est montré dans le film à plusieurs reprises et c'est dit, hein. Euh, donc le film, pour s'y intéresser un peu plus, hein, c'est quand même pour ça que vous êtes là. Donc ce film, il se place, on va dire que c'est un peu une mise en abîme. Ça commence quelques années après la mort de Mozart et on rencontre un Salieri vieillissant qui est dans un asile et qui rencontre, je crois que c'est un aumônier ou en tout cas un homme d'église parce que euh, il, on va pas dire il se vante, mais il dit avoir assassiné Mozart. Donc on lui envoie un homme d'église pour se confesser de cette chose-là. Et du coup, la discussion avec cet homme d'église, en fait, ça prend le prétexte du film. Et tout le long, le vieux Salieri va raconter sa vie et aussi en parallèle donc celle de Mozart, qui est donc qui se jalonne euh, et qui se construit sur la jalousie de Salieri par rapport à Mozart. Donc voilà, il ne comprend pas que Mozart ait tellement de succès parce que selon Salieri, hein, parce que c'est dans sa nature, c'est dans son caractère. On va dire il est coincé, il est, il connaît les codes de la société noble de cette époque et du coup il est scandalisé par les attitudes de Mozart qui ne se gêne pas pour voilà, faire ce qu'il veut en musique, quitte à choquer les autorités en puissance, donc c'est-à-dire le roi, l'empereur à l'époque, hein, c'est l'empereur Joseph II. Et en fait, ça va s'avérer payant parce que ces œuvres, eh ben, elles plaisent. Elles plaisent parce qu'elles sont nouvelles et elles sont célèbres, hein. Elles sortent de l'ordinaire et, euh, et du coup, Salieri est, est vraiment jaloux et, et essaye de faire en sorte, avec les personnes qu'il côtoie dans la cour de l'empereur, de mettre des bâtons dans les roues dans la carrière de Mozart, en faisant en sorte de lui faire refuser des emplois, des élèves, etc. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, cette rivalité, elle a un fondement dans le sens où ils se sont côtoyés en tant que deux musiciens à la même époque. Donc forcément, il y avait de la concurrence.
mais on ne peut pas dire que ils se détestaient. Enfin, on va dire que c'était une détestation qui restait, on va dire, politiquement correcte, parce qu'il y a des traces historiques selon lesquelles Salieri aurait parfois dirigé des œuvres de Mozart et vice-versa. Il y a aussi une cantate qui existe. Donc une cantate, c'est quoi? C'est une œuvre faite pour piano et orchestre. Donc après, je ne sais plus le détail. Je crois que c'est pour un piano et un orchestre. Donc il y a une cantate qui existe, qui a été composée à quatre mains par Salieri et Mozart. Donc ce qui prouve bien que cette animosité entre les deux, bah, elle était de convenance, on va dire, et pas uniquement, pas aussi véhémente que dans le film. Donc, donc bien sûr, enfin, l'intérêt de ce film, c'est évidemment le côté biopic de Mozart, hein, parce que malheureusement, Salieri a été éclipsé par son rival. Bien sûr, hein, aujourd'hui, on peut encore écouter les œuvres de Salieri, mais quand on parle de Salieri aujourd'hui, c'est en grande partie, voire uniquement, parce que c'était l'adversaire de Mozart à l'époque, comme quoi c'était son rival, le numéro 2. Alors qu'en fait, historiquement parlant, malheureusement, l'histoire est mal faite dans le sens où euh, on a retenu Mozart euh, et un peu oublié Salieri, quoique si on demande à des musicologues, à mon avis, il a tout à fait sa place. Quoi, dans tous les cas, je vous conseille d'aller écouter ses œuvres parce que c'est vraiment, on va dire que c'est dans la, je vais pas dire que c'est la même chose que Mozart, mais c'est dans la même période, donc il y a les mêmes influences du point de vue du style de la composition. Euh, donc le film Amadeus, l'intérêt c'est que il survole un peu toutes les œuvres de Mozart. Donc par exemple, on a l'enlèvement au sérail ou encore la flûte enchantée, qui sont deux opéras très connus. Et puis on a aussi Les Noces de Figaro ou encore Don Giovanni. Voilà, donc on a une présentation de toutes ces œuvres-là et un petit peu plus aussi de la vie personnelle et familiale de Mozart parce que c'est quelque chose qu'on connaît un peu moins. Cette vie personnelle aussi, elle a été un peu abordée, même beaucoup, dans l'opéra rock, Mozart l'opéra rock. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en tout cas je vous le souhaite. C'était un opéra donc, qui a été fait dans les années 2000, euh, qui se concentre sur une période bien particulière de la vie de Mozart et qui s'attarde un peu sur sa vie personnelle et surtout amoureuse, mais qui met en scène aussi la rivalité avec Salieri. Donc le personnage de Salieri apparaît aussi dans l'opéra rock. Euh, ah oui, je l'ai vu. Ah oui, moi aussi je l'ai vu. Donc j'ai été le voir quand il est sorti. C'était au Palais des Sports à Paris. C'est vrai que je l'ai vu sur scène et les chansons sont très sympas. Les comédiens jouaient très bien. Donc c'est vrai que c'était un bon moment. Euh, du coup j'ai perdu le fil. Oui, l'opéra rock donc, met en scène aussi la rivalité Mozart-Salieri, mais l'opéra rock met aussi en scène le fait que c'était une rivalité de convenance et pas une rivalité à mort, comme c'est le cas dans Amadeus.
Mais Amadeus, il faut savoir que ce film, il a bien une origine, c'est-à-dire que Milos Forman, il s'est pas dit un jour, oh bah tiens, je vais faire un film sur la vie de Mozart et je vais faire en sorte que son concurrent, on va dire direct, on va faire comme si il avait voulu l'assassiner pour prendre sa place, etc., etc. Cette querelle, elle a bien une origine, c'est-à-dire que donc il y a des écrits enfin, il y a des lettres d'époque qui montrent que les deux étaient en concurrence. Enfin, on a une, on a des traces historiques. Euh, et on a aussi une pièce de théâtre qui a été faite, je crois, dans les années. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 1930, et ensuite qui a été rejoué plusieurs fois par Peter Sheffer, je crois, et qui s'appelle aussi Amadeus, euh, et qui a pour sous-titre, euh, je crois que c'est Mozart et son ennemi. Euh, et donc cette pièce, bah, c'est de cette pièce que Milos Forman va s'inspirer pour réaliser le film Amadeus. Donc la querelle entre Salieri et Mozart, elle sort pas de nulle part, mais elle a été beaucoup, voilà, fantasmée par les gens parce que on avait d'un côté Mozart qui était un virtuose de la musique, et de l'autre Salieri qui, quoique bien en place, pouvait être jaloux de ce jeune compositeur qui arrive et qui chamboule tout sur son passage. Donc voilà, c'est de là que ça vient. Euh, du côté du film, donc je vous disais tout à l'heure, il a eu 8 Oscars en tout, hein. Euh, et, euh, et donc ce film, bien qu'il soit un peu ancien maintenant, donc 1984 quand même, et ben il reste très accessible dans le sens où même si c'est un biopic qui peut paraître un peu long, je crois qu'il fait 3h15 il me semble. Ça peut paraître un peu long, mais c'est réalisé de sorte à ce qu'on ne s'ennuie pas. Enfin, on se perd pas dans la chronologie de la vie de Mozart. On a des repères assez simples, que ce soit la création des opéras vraiment célèbres, ou alors on a aussi des repères historiques enfin, des repères historiques qui entourent la vie de Mozart. Donc on a aussi des repères par rapport à ça. Donc ça permet à tout un chacun d'apprécier le film. Euh, ensuite, les, après, donc les acteurs, donc bien sûr, on a Mozart et Salieri, évidemment, hein, mais on a aussi la femme de Mozart, l'empereur, donc qui s'appelle Joseph II. Euh, et tous ces personnages-là, bah, ils font aussi qu'on entre dans le film et qu'on est vraiment dedans pendant 3 heures et quelques. Euh, Après, du côté du réalisme historique, euh, on va dire c'est un bon moment à passer, mais il faut pas attendre vraiment que ça colle à la réalité historique. Comme je vous ai dit, déjà la, la réalité de la rivalité. C'est pas facile à dire ça. La réalité de la rivalité entre Mozart et Salieri, bah, comme je vous ai dit, elle était plus de convenance et de place plutôt que réellement criminelle, hein.
Comme je vous ai dit dans ma publication de l'autre jour, Salieri, c'était l'une des seules personnes présentes aux funérailles de Mozart. Donc, euh, donc voilà, parce que Mozart, malheureusement, à l'époque, en tout cas de son vivant, il n'a pas eu la célébrité qu'on lui connaît maintenant. La célébrité, elle est venue bien après. Euh, et lorsqu'il est mort, en 1891, je crois, si j'ai bonne mémoire, à 35 ans, eh ben, il est mort déjà de maladie, hein, il était très malade. Bon, il y a eu beaucoup de théories sur sa mort, mais je crois que la piste la plus sérieuse, c'était une insuffisance rénale. Et vu qu'à l'époque, on ne connaissait pas les antibiotiques et toutes ces choses-là, eh bien, voilà, il en est décédé, malheureusement. Et, euh, et donc, lors de sa mort, il a été inhumé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, il a été jeté dans une fosse commune. Et donc Salieri faisait partie des presque seules personnes présentes à ses funérailles. Il n'a pas eu de tombe individuelle ni de stèle. Donc voilà. Mais il n'y a pas que ça à dire sur le film. Il y a aussi le fait que est présenté dans le film comme, comme comme alcoolique, hein, on va dire les termes, dans presque tout, non pas dans, dans beaucoup de scènes où il apparaît, enfin en tout cas où il compose, on voit des bouteilles d'alcool. Et, euh, et il n'est pas prouvé historiquement que Mozart était porté sur la bouteille. Euh, Enfin, en tout cas, on n'a pas de preuve historique de ça. Euh, Après son insuffisance rénale, euh, on ne sait pas vraiment à quoi elle est due. Après, il faut dire que l'hygiène à l'époque, c'était pas aussi rigoureux qu'aujourd'hui, hein, et puis on avait beaucoup moins de connaissances en médecine. Mais voilà, c'est aussi une autre chose, une autre liberté que le film a pris d'imaginer l'alcoolisme de Mozart. Donc voilà, il faut aussi prendre un peu des précautions quand on, quand on regarde un film, hein, que ce soit un biopic ou n'importe quel autre film, mais encore plus les biopics parce que bah, ça a vocation à retracer la réalité. Et donc voilà, il faut quand même garder un peu de distance par rapport aux faits qui sont racontés. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Euh, mais il y a aussi des bons points sur le film. En plus du jeu d'acteur, évidemment, hein, qui est très bien. Surtout, bah, forcément, Mozart et Salieri, parce que c'est eux qu'on voit la majorité du temps. Il y a bien sûr, il y a un tic de langage que j'adore dans ce film, c'est que je ne sais pas si c'est une réalité, mais dans le film, en tout cas, Mozart, il est représenté comme ayant un rire bien à lui, hein, c'est un rire. Bon, je ne vais pas vous le faire parce que sinon je vais vous casser les oreilles, mais je. Voilà, si je vous le montre au montage, ça donnera ça. Et, et, euh, et voilà, c'est vraiment un rire, on va dire un rire tonitruant et très aigu. Pour ceux qui ont déjà vu le film, vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, c'est vraiment un. Je sais pas si c'est une réalité, mais en tout cas, si c'est une réalité, bah, c'est c'est un détail intéressant. Enfin, moi, en tout cas, je trouve. Euh,
Après, évidemment, l'intérêt d'Amadeus, bah, c'est de retracer la vie de Mozart pour ceux qui aiment déjà le compositeur. Voilà, de redécouvrir un peu toutes ces œuvres-là qu'on connaît déjà et qui continuent de nous d'être jouées tout le temps. Et bah, Mozart est aujourd'hui l'un des compositeurs les plus connus, si ce n'est le plus connu, même pour les enfants, hein. Aujourd'hui, on a des livres, des livres pour enfants qui font découvrir Mozart même au plus jeune âge. Je me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais un logiciel sur ordinateur qui permettait d'un peu de découvrir la vie de Mozart de manière ludique. Donc c'était là que... Et je devais avoir 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et c'est là que j'ai découvert Mozart et je me suis intéressé tout de suite à ce compositeur. Donc voilà, c'est vraiment un compositeur, on va dire, incontournable de l'histoire de la musique. Et aujourd'hui, bah, évidemment, aujourd'hui, c'est plus le même style de musique qui est joué, mais je pense que ce sera compliqué de détrôner un jour Mozart. J'espère que voilà, il gardera toujours son aura de virtuose parce qu'il en était un. Mais il y a aussi une, un pan de sa vie qui est intéressant dans le film et qui n'est pas romancé pour le coup, je pense. C'est c'est l'influence de son père sur sa vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, parce que bah, d'un côté, on peut considérer qu'elle a été bonne, parce que c'est quand même grâce à lui qu'il a été connu dans l'Europe entière à son jeune âge en tant que musicien. Euh, mais il y a certains historiens, j'allais dire n'importe quoi, historiens de l'époque aussi qui pointent du doigt la toxicité de cette relation dans le sens où il est considéré que Léopold, donc le père de Mozart, le considérait un peu comme une bête de foire, dans le sens où il l'emmenait dans toutes les cours d'Europe. Donc voilà, il l'emmenait faire des concerts partout où c'était possible. Et voilà, certains pointent aussi du doigt cette instrumentalisation de son fils. Mais, euh, mais sans ça, est-ce qu'il aurait eu le même destin et le même succès? On ne saura jamais. Euh, mais on peut dire aussi que son père, il était très exigeant vis-à-vis de lui. Euh, et que vu que les musiciens n'étaient pas vraiment considérés à l'époque, hein, comment, quand les musiciens n'avaient pas d'emploi bah, officiel dans une cour royale ou impériale ou que sais-je, eh ben, ils étaient vraiment considérés comme des saltimbanques, vraiment des moins que rien. Pour vous dire, et c'est le cas par exemple aussi pour Molière à l'époque, euh, les, les musiciens et les artistes en général euh, n'avaient pas droit euh, à recevoir les derniers sacrements de la religion chrétienne, sauf si ils, euh, ils refusaient, enfin, sauf si en fin de vie, ils acceptaient de reconnaître la non-utilité de cette profession. Donc voilà, si, si sur votre lit de mort vous étiez comédien et que vous disiez par exemple ah oui, j'ai péché, j'ai fait cette carrière, mais je m'en veux et je veux aller au paradis, et bien seulement là, euh, le, le curé, ou en tout cas le pasteur
qui vous donnait ce qu'on appelait l'extrême onction à l'époque, et il était seulement autorisé à vous ouvrir les voies du paradis. Bon, après, on y croit, on n'y croit pas, chacun est libre, hein. Euh, voilà. Et il y a aussi d'autres pans de la vie, de la relation entre Mozart et Salieri qui a été explorée dans le film et qui a donné une scène magnifique, mais qui n'a pas existé malheureusement. Milos Forman s'est encore fait plaisir avec la réalité historique. C'est une scène vraiment à la fin du film, donc bah, je vous le spoil, mais je me dis que ça vous donnera envie de le voir si jamais vous l'avez pas vu. Euh, c'est une scène, donc vraiment à la fin du film, euh, où Mozart a fait un malaise et Salieri le ramène chez lui. Euh, et dans le même temps, enfin, à cette période-là de sa vie, Mozart a déjà reçu commande d'un requiem, donc une messe pour les morts, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, euh, par un commanditaire inconnu. On lui a commandé donc une messe pour les morts. Et le problème, c'est à cette période-là, Mozart est très malade déjà. Et il est dans son lit et il dit à Salieri, dans le film, hein, il dit à Salieri, voilà, je suis trop malade, je ne pourrais pas l'écrire tout seul. Est-ce que vous voulez bien m'aider? Donc, Salieri se met en face de lui à un bureau et sous la dictée de Mozart, et il va commencer à composer une partie du Requiem. Donc c'est la partie qui s'appelle Confutatis Maledictis. Donc c'est une partie du Requiem, c'est vraiment le tout début du Requiem. Donc on a cette scène où donc en fond on a la musique du Requiem, donc voilà cette musique, et euh, la, Mozart la décompose devant Salieri, donc il lui explique, deuxième temps, les basses, les ténors, tout ça, on va dire, il décortique la partition, et ça donne une scène vraiment magnifique, parce que on a vraiment l'impression que lui, c'est comme ça qu'il l'entendait dans sa tête. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, pour lui, ça paraît tellement limpide qu'on a vraiment l'impression que, voilà, ça, ça lui vient naturellement. Et on a même un moment où Mozart va tellement vite dans sa dictée et dans sa fulgurance de création que Salieri lui demande de ralentir dans ce qu'il lui dicte parce qu'il n'a pas le temps de tout écrire. Parce que Salieri est fort, mais il n'a pas cette virtuosité de Mozart. Donc on voit aussi ce décalage. Mais cette scène, donc, elle, elle, euh, elle reflète pas la réalité historique parce que euh, c'est pas Salieri n'a pas participé à l'écriture du Requiem, ou en tout cas il n'y a aucune preuve historique de ça. Donc si c'est le cas, voilà. Si c'est le cas, on le saura jamais, ou en tout cas on n'aura jamais de preuves irréfutables. Mais c'est quand même une scène qui vaut le coup d'être vue, comme tout le film d'ailleurs, hein. Euh, après, de, du point de vue des œuvres présentées, ça suit chronologiquement la vie de Mozart. Il y a aussi des œuvres dont on présente la genèse avec des choses de sa vie, mais qui ne sont pas euh, vraiment avérées, comme la création du Requiem, ou en tout cas du Confutatis Maledictis.
On a par exemple le passage de la Reine de la Nuit dans La Flûte enchantée, là où les chanteuses chantent très aigu. Bon, je ne veux pas faire l'affront de leur faire parce que je ne suis pas chanteuse, mais c'est le passage ultra connu de la Reine de la Nuit, enfin de La Flûte enchantée, pardon. Euh, et dans le film, enfin, ça nous est présenté euh, comme étant venu à Mozart en écoutant sa belle-mère lui crier dessus. Donc on a vraiment une scène où sa belle-mère le dispute pour je ne sais plus quelle raison. Et on a vraiment un plan rapproché sur Mozart qui regarde sa belle-mère dans les yeux un peu interloqué. Et juste après, alors que sa belle-mère lui parle, donc on a toujours sa belle-mère qui lui parle, mais les paroles sont remplacées par, enfin ce qu'elle lui dit est remplacé par les paroles de la musique. Donc on a ce petit clin d'œil, donc on ne saura jamais non plus si c'est vrai ou pas. Bon, si c'est vrai, en tout cas, il n'avait pas une belle-mère très commode. Voilà. Après, il y a aussi, bah, comme je vous disais, la relation avec son père, avec tout un pan de l'histoire, enfin en tout cas à ce moment-là de l'histoire où son père décède, c'est là qu'il crée l'opéra Don Giovanni, donc je ne sais pas si vous connaissez, donc ça retrace l'histoire de Don Juan, que Molière a fait aussi en pièce de théâtre. Euh, c'est, c'est inspiré de l'histoire de Tirso de Molina, c'est une légende italienne. Et donc on a cette histoire d'un libertin qui à force de provoquer le ciel, finit, comment... Ah, j'ai plus les mots. Finit par tomber, voilà, dans les enfers parce qu'il a tellement péché. Pas péché du poisson, hein, péché au sens religieux du terme. Euh, Sinon, vous imaginez Don Juan qui fait sa petite pêche, bref. Euh, on a donc ce moment-là de sa vie où il est hanté en quelque sorte par le fantôme de son père. Donc encore une fois, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais, mais c'est quand même la beauté du film parce que ça, ça évite de partir trop dans tous les sens. Parce que même si c'est inventé, ça se rattache à la création d'une œuvre véritable, enfin en tout cas à un véritable événement historique. Donc ça permet aussi que le public, on va dire, pas très au fait de la chronologie de la vie de Mozart, bah, soit pas totalement perdu non plus à se dire mais c'est bizarre, pourquoi il parle de son père, c'est quoi le rapport. Bah voilà, tout est expliqué dans le film. Je vais pas dire que c'est Mozart pour les nuls, mais disons que si on s'intéresse à la vie de Mozart et qu'on et que vraiment on est novice dans dans sa vie et son existence, on va dire que le film Amadeus est un bon point de départ. Même si, encore une fois, la, le recul est de mise parce que il y a quand même pas mal de choses qui sont, euh, enfin qui reposent sur ce mythe de l'inimitié entre Salieri et Mozart. Donc il faut quand même avoir un certain recul, comme on dit. Mais voilà, si vous connaissez très peu Mozart ou que vous n'avez entendu que ses œuvres les plus célèbres, voilà, je vous conseille vraiment de voir ce film Amadeus parce que c'est vraiment un bon point de départ. Euh,
il y a beaucoup forcément de ses œuvres qui sont présentes dans le film, hein, dans la bande originale. Si vous voulez l'écouter sur YouTube, elle y est évidemment. Donc, si vous voulez l'écouter, il y a beaucoup de Mozart, si ce n'est que du Mozart, mais je pense pas. Il y a aussi, je crois, un peu de Salieri, mais vraiment pas beaucoup, parce que bah, forcément, c'est pas lui le propos général du film. Mais donc voilà, si vous connaissez pas du tout ou très peu Mozart, et ben Amadeus c'est un bon point de départ. Euh, Après, donc on a aussi la présentation de sa vie personnelle. Donc on nous présente par exemple ah bonjour une, un nouveau que je ne connais pas. Alors je ne bonjour chez nous de Gull. Bon, alors excuse-moi si je prononce un peu mal ton pseudo, mais bonsoir à toi. On parlait donc d'Amadeus et de Mozart. Donc voilà, t'as pas encore tout raté. Donc c'est super. Comme je vous disais, dans ce film, on parle aussi de sa vie personnelle. Donc sa vie, voilà, sa vie maritale, parce qu'il a été marié. Hein, il a eu une épouse qui s'appelle Constance Weber. Enfin, Weber, c'est son nom de jeune fille, mais elle a pris ensuite son nom à lui, hein, Constance Mozart. Et, euh, et cette vie personnelle, d'ailleurs, elle est aussi évoquée dans le... J'ai fait du latin? Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. J'ai pas du tout des notions de latin. C'est le film qui s'appelle comme ça. Et Amadeus, c'est le deuxième prénom de Mozart. Il s'appelle Wolfgang Amadeus. Et Amadeus, ça veut dire je crois, aimer des dieux. Mais pourtant, j'ai pas fait de latin. Euh, donc du coup, donc sa femme, c'est aussi, enfin, la vie avec sa femme, euh, c'est pas pour. Ah, d'accord. Mais bon à savoir. Ah bah, toujours, toujours un plaisir de, de t'apprendre des choses. Écoute. Bah oui. Et heureusement qu'Amadeus Mozart c'est connu. Donc du coup, la vie avec sa femme, elle a été abordée non seulement dans ce film, mais aussi dans le spectacle musical Mozart l'opéra rock. Donc sa femme, elle a été d'un soutien très fort. Même après sa mort, elle a contribué au fait que les œuvres de son mari soient conservées et que sa mémoire soit bah, pareil, protégée et voilà, que ses œuvres entrent à la postérité, on va dire. Euh, mais euh, on sait aussi quand même que euh, Mozart et sa femme avaient quand même beaucoup de, de soucis de couple. Hein. Ça arrivait, bah, comme tous les couples, hein, des hauts et des bas. Euh, Ils étaient quand même souvent, on va dire, fâchés. Hein. Mais elle a quand même toujours fait en sorte, même après sa mort, de conserver la mémoire de son époux. Euh, Parce que, on va dire que de son vivant, Mozart, il n'a pas eu de chance. On va dire la société, enfin, on appréciait ses œuvres, mais tout a été, enfin, en tout cas, sa popularité s'est faite surtout après sa mort. Ça, ah oui, parce que ça rapportait, oui. Oui, ça rapportait et surtout, bah voilà, sa musique sortait du lot à l'époque. C'était vraiment un visionnaire et un provocateur qui n'avait pas peur de faire de la nouveauté, hein, on va dire. Euh, et du coup, c'est pour ça que ses œuvres était un peu boudé à l'époque par la haute société parce que bah déjà le personnage n'inspirait pas confiance parce qu'il avait un caractère voilà provocateur et
on va dire anticonformiste, hein, je pense qu'on peut dire ça, parce que voilà, il aimait très peu on va dire se conformer à l'étiquette, hein, même et à cette époque-là, c'était mal vu. Et du coup, la popularité de Mozart s'est faite avec le temps. Je ne saurais pas dire quand est-ce que ça a été, enfin, quand est-ce que ces œuvres ont été vraiment rendues populaires. Au fur et à mesure, on va dire, de la création des catalogues d'œuvres, les, les grands catalogues d'œuvres par compositeur de l'histoire, au fur et à mesure du temps, les gens se sont de plus en plus intéressés à Mozart et il est devenu la légende qu'on connaît aujourd'hui. Mais donc le film Amadeus, c'est vraiment, on va dire, le, le départ. Si vraiment on ne connaît pas Mozart, c'est un bon point de départ. Euh, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Bon, c'est vrai qu'il est un peu long, hein, comme je vous disais tout à l'heure, 3h15. Et je crois même qu'il y a eu une ressortie du film en DVD et qui ajoutait des scènes coupées par le réalisateur. Je crois que ça rajoute 30 à 40 minutes de film, si j'ai bonne mémoire. Euh, mais moi, personnellement, je n'ai jamais vu cette cette version rallongée. Donc voilà, si déjà vous voyez la version non rallongée, c'est déjà pas mal. Euh, Après, bien sûr, ce que je vous conseille, c'est d'écouter la musique de Mozart, évidemment, hein. Bon, je pense qu'elle s'écoute assez bien. Je pense que c'est une... Enfin, je pense que c'est des œuvres assez accessibles. Bon, évidemment, il n'y a pas de paroles. C'est plus une musique, je pense, qu'on écoute en fond. Voilà, quand vous, quand vous travaillez ou que vous êtes dans les transports. Je pense à un petit Mozart. Oui, c'est apaisant. Enfin, moi, personnellement, je trouve. Après, ça dépend parce que je dirais que les opéras, quand même, il faut être, il faut être disposé parce que les opéras, ça raconte une histoire et, euh, et je pense qu'il faut quand même être disposé pour essayer de comprendre l'histoire. D'autant que les opéras de Mozart, c'est soit en italien, soit en allemand. Bon, encore une fois, je pense que je pense que le mieux pour les opéras de Mozart, c'est de les voir en DVD. Apparemment, écouter de la musique classique augmenterait de 8 points de QI. Oh, alors ça, c'est une très bonne hypothèse, mais personnellement, je n'en sais rien. Je sais par contre qu'il y a des études qui ont montré que de faire écouter de la musique de Mozart à, à un bébé dans le ventre de sa mère, et ça faisait en sorte que ça les apaise. Donc après, est-ce que ça augmente le QI? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même, voilà, c'est quand même un passe-temps agréable, on va dire. Mais en tout cas, voilà, pour les opéras de Mozart, un opéra, c'est différent de la musique. Non, c'est de la musique, un opéra. Mais un opéra, on va dire que ça mêle théâtre et musique. Euh, un opéra, c'est du théâtre mis en musique. Alors que de la musique, voilà, c'est juste on va dire juste du son entre guillemets, alors que les opéras, y a des chanteurs qui chantent, hein, tout simplement, et les chansons racontent une histoire. Donc on a des personnages qui évoluent et à qui il arrive des choses. Et voilà, comme dans un film en fait, hein, on a vraiment une histoire de bout en bout. Donc voilà, je pense que les opéras quand même gagnent à être vus en DVD parce on a les mises en scène et on voit les gestes des comédiens. Donc j'aime énormément Clair de lune de Beethoven. Oui, c'est un très bon exemple aussi. Beethoven aussi a eu droit à ses, on va dire, à ses adaptations cinématographiques, à ses biopics. Je crois même qu'il y en a un qui a, enfin,
dans lequel c'est l'acteur Gary Oldman qui interprète le rôle de Beethoven. Beethoven, en plus, il a une autre problématique, c'est-à-dire que au fur et à mesure de sa vie, il est devenu sourd. Et il faisait de la musique grâce aux vibrations qu'il entendait dans les instruments. Donc je pense que c'est encore une autre thématique. Moi, c'est le Requiem de Mozart que j'adore. Oui, ce Requiem est très joli. Bah, j'en parlais tout à l'heure avec la scène du Confutatis Maledictis qui est représentée dans le film Amadeus. C'est pareil, je dirais le Requiem s'écoute, mais c'est pareil, c'est de la musique, c'est particulier parce que c'est de la musique, on va dire, sacrée. On va dire, bah, c'est un requiem, donc c'est, voilà, c'est imposant, c'est solennel, voilà. Donc c'est quand même particulier. Mais il s'écoute, franchement, voilà, c'est quand même de la musique accessible, hein, voilà. Bah, moi, personnellement, l'opéra de Mozart que je préfère et que je vous recommande, enfin, dont certaines mises en scène sont sur YouTube, d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, c'est Le mariage de Figaro. C'est vraiment, enfin, les noces de Figaro, pardon. Euh, c'est vraiment, je dirais, moi, l'opéra de Mozart que je préfère, parce que, voilà, c'est vraiment un opéra vraiment accessible et qui permet de passer un bon moment, bah, comme tous les autres, hein. Mais moi, j'ai quand même une préférence pour les noces de Figaro, personnellement. Euh, voilà. Donc, on va... Oh, bah ça va, on a encore un tout petit peu de temps devant nous. Euh, la flûte enchantée. Ah, bah oui, oui, oui. Bah, la flûte enchantée, c'est différent. Enfin, c'est différent dans le sens où, je sais pas si vous êtes au courant, mais la flûte enchantée, ça aborde aussi des thèmes de la franc-maçonnerie, parce que Mozart faisait partie de cette organisation. Et c'était comment? C'était les noces de Figaro. Hmm, voilà. Les, les noces de Figaro. Figaro, c'est le personnage principal. Donc oui, la flûte enchantée, bah, donc ça fait référence à des thèmes de la franc-maçonnerie parce que Mozart en faisait partie. Et donc il y a une double lecture dans la flûte enchantée. Donc bah, euh, en tout cas, je sais que les historiens se sont penchés sur ces doubles lectures. Bon, malheureusement, je ne connais pas beaucoup cette lecture de la franc-maçonnerie parce que je n'en fais pas partie. Euh, mais je sais que cet opéra de la flûte enchantée a des doubles lectures. Mais c'est vrai qu'il est très bien aussi. Bon, cette fois il est en allemand, alors que les noces de Figaro sont en italien. Mais voilà, c'est accessible aussi, hein. Euh, voilà. Dans, en général, quand même, Mozart, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est beaucoup conseillé aux enfants et abordé dans des choses destinées aux enfants parce que je viens d'écouter. Hmm. Oh bah, tu sais, le Requiem et les Noces de Figaro, c'est une œuvre complète. Donc après, c'est sûr que Clair de Lune, bah, voilà, c'est une œuvre pareille, vraiment sympa. Bah après, encore une fois, hein, ce serait idiot, je pense, de hiérarchiser les compositeurs parce qu'ils ont chacun leur spécificité et leur point fort. Bah, après, pourquoi pas une autre fois que je vous fasse un épisode spécial sur Beethoven. Peut-être pas forcément sur les films qui retrace sa vie, mais sur sa vie, tout simplement, sur ses œuvres. Si ça vous intéresse, dans un prochain épisode, pourquoi pas. Il faut bien que je m'en garde un petit peu pour les prochains, pour les prochains lives. Je classe. Oh bah oui, chacun fait son propre classement dans sa tête, hein, évidemment. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah là, oh oui, on a encore 6 minutes. Allez.
Donc du coup, oui. Donc Amadeus, vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, ou si vous l'avez déjà vu, bien sûr, hein, euh, c'est vraiment, bah, ouais, on va dire le début pour ceux qui veulent connaître un peu plus Mozart, avec toujours un peu de comment, de prudence par rapport à la réalité historique, évidemment. Euh, alors, j'en profite que là, on arrive à la fin du live pour vous dire que si jamais vous l'avez pas vu, enfin si voilà, si vous êtes arrivé en cours de route, il y aura une rediffusion sur YouTube. Est-ce qu'il y a de moins en moins de personnes qui s'y intéressent? Ah, est-ce qu'il y a de moins en moins? Oh, non, je dirais pas ça. Je dirais que, bah, hmm, je dirais que aujourd'hui, vu que c'est accessible au plus grand nombre, il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent, mais peu qui, on va dire, qui fouillent, peu qui vont dans le détail, on va dire. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent Mozart en surface, qui connaissent les œuvres les plus connues, mais peu qui vraiment farfouillent dans le détail de ce qu'il a composé ou de sa vie personnelle. Voilà, mais après c'est un choix personnel, hein. Euh, Peu qui s'en passionnent. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Euh, bah après après c'est perso dépendant. Moi, je sais que on peut très bien se passionner d'un compositeur euh, et par exemple aller voir des opéras de lui ou alors écouter vraiment toute sa discographie. Et il y a aussi des gens qui font des conférences, qui, qui recommandent bah, les films, qui parlent de ce compositeur, voilà, qui sont ouverts aussi à, au fait d'exposer la vie du compositeur sur d'autres médias comme bah, les films, les choses pour enfants, etc., etc. Donc j'en profite du coup pour vous dire que si vous êtes arrivé en cours de route sur ce live, vous pourrez le voir en rediffusion sur YouTube. Je le mettrai sur ma chaîne dès demain en non coupé. Et dans quelques jours, on va dire, on est mercredi, donc on va dire ce week-end, je vous le mettrai sur YouTube, mais avec les meilleurs moments, hein, pour que quand le génie devient... Oui, j'avais trouvé ce titre parce que euh, le génie devient un fardeau dans Amadeus, parce que, bah, selon moi, en tout cas dans Amadeus, Mozart, il est un peu... bon, c'est un peu on va dire, il est incompris par la société, par ses contemporains, et surtout par Salieri, parce que, voilà, tout le monde est jaloux de son talent. Il devient fou, non. Euh, non, je pense pas que Mozart est devenu fou. C'est surtout il était très malade. Mais, euh, mais Mais dans le film, en tout cas, c'est la folie de Salieri qui est mise en scène. Euh, il s'accuse lui-même d'avoir assassiné Mozart. Donc voilà, c'est plutôt cette folie-là qui est mise en scène. Donc voilà, comme je vous disais, donc dans quelques jours, vous aurez une version best-of de ce live sur Amadeus. Donc là, on va arriver, il est même l'heure, euh, on va arriver à la fin de ce live, donc j'espère qu'il vous a plu, que je vous ai donné envie de découvrir ou de revoir ce film Amadeus. Euh, je, euh, je ne sais pas encore sur quoi portera le prochain. J'hésite entre deux choses, donc peut-être vous allez pouvoir m'aider à départager un petit peu. J'ai follow le... Ah, c'est très gentil. Eh ben, bienvenue à toi. C'est très gentil à toi. Peut-être vous allez pouvoir m'aider à départager entre
deux œuvres que j'ai envie dont j'ai envie de parler la prochaine fois. J'avais envie de parler de littérature et j'hésite entre deux livres. Euh, c'est que t'es bonne. Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. Euh, alors, j'hésitais entre deux livres pour la prochaine fois, donc vous allez pouvoir me donner votre avis en live. J'hésitais soit entre Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, donc que je vous fasse voilà, un petit tour d'horizon sur ce livre, ou alors coller un peu plus à l'actualité parce que j'ai vu qu'il allait bientôt être adapté au cinéma, le roman L'étranger d'Albert Camus. Donc pareil, faire un petit tour d'horizon sur ce roman. Voilà, donc je vous lance ça comme choix. Enfin, en tout cas, voilà, j'avais envie de connaître un peu votre préférence parce que pour moi, entre les deux, mon cœur balance. Alors, Sandrine me dit l'étranger. Ah, on a déjà une première voix pour l'étranger. C'était quoi le premier? C'était Le Petit Prince de Saint-Exupéry. D'autant qu'en plus, donc, l'étranger va bientôt être adapté au cinéma. Donc, je m'étais dit pourquoi pas faire un suivre le Petit Prince. Bon, donc du coup, on a une voix pour Saint-Exupéry et une voix pour Camus. Donc bon bah, du coup, c'est moi qui vais devoir trancher. Bon, bah, je vais pas le dire. Je vais vous laisser la surprise pour la prochaine fois. C'est bien aussi Le Petit Prince. Bah oui, les deux sont très bien. Il faut que tu tranches. Bah oui. Bah du coup, je vais pas le dire. Je vais vous laisser la surprise. Voilà. Donc vous verrez lequel j'ai choisi pour la prochaine fois. Donc voilà, j'espère que ce live vous a plu, que vous avez été divertis par ce petit live et que je vous aurais donné envie de voir ou revoir le film Amadeus. Euh, c'est quand la prochaine fois? C'est mercredi prochain à 19h. Donc c'est tous les mercredis. Voilà, donc c'est facile à se rappeler. C'est les mercredis soirs de 19h à 20h. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Sur ce, je crois qu'on va pouvoir se souhaiter une bonne soirée. Voilà, je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Et bah, je vais vous dire à la prochaine fois. Et bah, bonne soirée à vous. Au revoir. Des bisous.